Cette conscience morale se caractérise, quelles que soient les morales, cette conscience morale se caractérise toujours peu ou prou par ce qu'on peut appeler la conscience d'autrui et la nécessité, dans la conduite de son action, de tenir compte de l'altérité, de tenir compte du fait que nous ne sommes pas seuls au monde. Vous comprenez donc que la conscience morale est assez proche de l'idéal de justice en considération duquel les juristes se déterminent. Lorsque les juristes identifient que dans l'idéal de justice, il y a l'idée que la maxime de mon action puisse valoir comme une maxime universelle, puisse être universalisée, vous voyez bien qu'on est assez proche de ce qu'on appelle la conscience morale. Est-ce que ce que je fais est acceptable pour autrui ? Autrement dit, est-ce que ce que je fais est acceptable pour tout autre, donc peut être universalisé ? Vous voyez donc que la morale, le discours moral, est assez proche dans l'intention du discours juridique. La matrice du discours moral, qui est un idéal de bien, est assez proche de la matrice du discours juridique, qui est un idéal de justice. Donc les rapports entre la morale et le droit sont encore plus ambigus, plus ambivalents que ne peuvent l'être les rapports entre les mœurs et le droit. J'ai extrait 3 textes du Code civil dans lesquels vous voyez apparaître des notions qui ont quelque chose à voir avec la morale et qui, a priori, si je les jetais, si je les soumettais à vos réflexions dans cet amphithéâtre, abstraction faite de ces textes, vous évoquerez plus des notions morales que juridiques. Honneur, respect, devoir de conscience, bonne foi. Tous ces mots sont des mots de la morale que le droit s'approprie. Donc, nous voyons que le droit accorde une place à la morale dans des textes qui ne sont pas des petits textes. Il y a peu d'applications en jurisprudence de l'enfant à tout âge doit honneur et respect à ses pères et mères, mais on ne doute pas que ce soit une règle de droit. Les deux ne se confondent pas, mais malgré tout, il y a une porosité entre morale et droit. Alors, essayons d'être plus précis. Tout d'abord, nous allons voir que, premier point, on va dire que la morale est en deçà du droit, cependant qu'elle influe de plus en plus à travers une autre figure de la morale qu'on appelle aujourd'hui l'éthique, qui est la morale d'aujourd'hui, la morale renouvelée, et qui, elle, a plus d'influence sur le droit que la morale, on va dire, traditionnelle. La morale, au sens traditionnel du terme, reste en deçà du droit pour 3 raisons. Première raison, la morale, dans son contenu, a une portée plus limitée que le droit. On peut dire autrement, le droit, dans l'approche qu'il a de l'individu en société, a une approche plus complète, plus audacieuse que la morale. La morale s'intéresse au devoir-être, à nos obligations, à ce qu'il faut faire, à ce qu'il est interdit de faire. Et dans cette configuration, la morale peut évidemment inspirer des normes juridiques.
Mais le droit a, lui, une visée qu'on peut dire, j'emploie un mot savant, qu'on peut dire anthropologique, en ce sens qu'il considère l'homme en société à travers toutes ses facettes, qui il est et ce qu'il doit faire. Autrement dit, là où la morale considère uniquement le devoir-être, le droit considère également l'être et le devoir-être. Le droit considère l'être à travers cette partie du droit civil dont je vous ai déjà parlé, qui est ce qu'on appelle l'état des personnes, c'est-à-dire cette partie du droit dont l'objet est de donner une identité aux individus. Une identité nationale, une identité familiale, le père, l'enfant, l'époux, concubin, pacsé, etc. Donc le droit, à travers l'état des personnes, donne une identité aux individus, alors, identité nationale, familiale et personnelle, nom, prénom, domicile. Ce qui n'est pas neutre. Parce que dans le nom et le prénom, ce n'est pas simplement une désignation à telle enseigne que si on n'aime pas son prénom, on peut en changer, et si on n'aime pas son nom, c'est plus compliqué, mais on peut aussi en changer. Donc, ce qui veut bien dire que dans le nom et le prénom, on met quelque chose de plus qu'un simple signe distinctif pour éviter qu'on soit confondu avec un autre. C'est un facteur d'identité. Je me reconnais plus dans un prénom que dans un autre. Peut-être que le mien me va très bien, mais peut-être que j'aimerais autre chose. Donc le droit participe de cette définition, et donc le droit considère l'individu de manière globale, ce qu'il est, ce qu'il doit faire, là où la morale s'intéresse à ses comportements, s'ils sont bons ou mauvais. La morale est moins, en ce sens que la morale n'entre dans le droit qu'à la condition de respecter les procédures juridiquement instituées pour permettre la création de règles de droit. Le devoir de conscience, devoir moral, ne devient une notion juridique que parce que cette notion figure à l'article 1100 du Code civil, lequel est issu d'une disposition législative, ou quasi une ordonnance qui a été ratifiée par la suite. Et nous savons, vous l'avez vu, que les procédures législatives sont évidemment assez lourdes, et il ne suffit pas de dire qu'il est de bonne morale de se venir en aide entre frères et sœurs pour en faire une règle juridique. Il faut que le droit, que les procédures juridiques passent par là. Et puis enfin, la morale reste en deçà parce que malgré tout, le droit, même s'il admet que la morale puisse trouver une place en son sein, le droit conserve malgré tout une prudence à l'égard de la morale. Et cette prudence, elle se manifeste de trois manières. D'abord, par une méfiance, ce qui n'apparaît pas immédiatement. Une méfiance à l'égard de la morale, pourquoi ? Parce que le discours moral est, nous l'avons vu, c'est paradoxal, mais vous allez comprendre pourquoi, parce que le discours moral a, je vous l'ai dit, une matrice, un dénominateur commun qui est proche, qui a une proximité avec le discours juridique. Or, cette proximité est perçue par le droit comme une concurrence. Le droit tente à s'imposer. Le droit revendique une priorité dans l'ordonnancement des relations sociales. Et il a, à travers la morale, un concurrent qui a sans doute, un
concurrent qui a les mêmes références, mais peut-être pas les mêmes conséquences dans son discours, et qui vient en quelque sorte menacer son territoire. Si je dis les choses de manière un peu plus imagée, l'empire du droit se satisfait mal d'États voisins ou d'États internes qui viendraient concurrencer son monopole, sa puissance. En droit, cela a des conséquences. Une des conséquences les plus visibles, c'est la méfiance du droit à l'égard de ce qu'on appelle les actions pour la défense des intérêts collectifs. Vous savez, des associations se constituent pour défendre des causes d'intérêt général, l'environnement, la défense des consommateurs. Bon, tout ça, ça ne mange pas trop de pain, mais après, il peut y avoir des causes qui, présentées comme étant d'intérêt général, sont peut-être un peu plus discutables. Bien, ces associations peuvent agir en justice, mais avec des règles qui sont moins contraignantes aujourd'hui, mais avec un certain nombre de limites, comme si l'État, comme si le droit craignait, à travers le discours moral de ces intervenants, de ces associations, qu'il n'y ait une concurrence avec la défense de l'intérêt général de la société telle qu'elle est portée par les magistrats qui exercent l'action publique. Autre méfiance également à l'égard de la morale, bon je passe vite, mais ce qu'on appelle les actes à titre gratuit, donc les donations, les testaments qui a priori ont une valeur morale puisqu'on se dépossède sans contrepartie. Donc quelqu'un qui donne, a priori on a plutôt tendance à dire que moralement c'est bien. Bien, le droit est assez méfiant à l'égard du titre gratuit. Donc méfiance. Méfiance, mais je vous l'ai dit aussi parfois admission de référence morale dans le discours juridique. Simplement, lorsque le droit reçoit la morale, des notions morales, et les admet, les consacre à l'intérieur de règles de droit, le motif de cette admission est généralement, même essentiellement, que le comportement moral, la notion morale, est communément reçue par l'ensemble des individus au sein d'une société. À quoi ça vous fait penser ? Ça vous fait penser aux mœurs. Ce qui veut dire, je reprends, écoutez bien, le droit reçoit la norme morale pour une raison essentielle, c'est qu'elle est communément reçue, communément partagée par l'ensemble des individus. Autrement dit, l'ensemble des individus considèrent que cette règle morale est nécessaire, souhaitable à l'harmonie sociale. Donc, non seulement elle est peut-être moralement bonne, mais au fond, peu importe. Elle est reçue comme utile socialement. Autrement dit, le droit dépossède la morale, dépossède la règle morale. Le droit, lorsqu'il admet la règle morale, dépossède celle-ci de la valeur morale qu'on lui donne. Il ne reçoit la règle morale qu'en raison du fait que cette règle est devenue une bonne mœurs, est devenue un comportement reçu comme naturel, reçu comme évident au sein de la société.
C'est parce que la règle morale devient une conduite conforme aux mœurs communément reçues, donc une conduite conforme aux bonnes mœurs, on va dire. C'est parce que la règle morale devient une conduite conforme aux bonnes mœurs que le droit la reçoit. Il reste que, en dernière analyse, dernier point sur la morale, que celle-ci peut constituer malgré tout la réflexion morale et la réflexion des auteurs qui réfléchissent sur la morale. Ce peuvent être des autorités religieuses, ce qui va nous faire la transition, mais pas que. Des philosophes, des professionnels. Les réflexions morales constituent naturellement une source d'inspiration pour le législateur. Ces réflexions morales font partie du débat public et au titre de cette participation au débat public, de cette invitation de la morale dans le débat public, cette dernière peut avoir une influence sur nos règles de droit.